Bonjour. Et si on pouvait investir en bourse tout en profitant d'une fiscalité, disons, très sympathique? C'est exactement ce que proposent deux dispositifs vraiment incontournables en France, le PEA et le PEA-PME. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir comment ça marche et surtout comment en tirer le meilleur. La question qui brûle les lèvres de tous les investisseurs, est-ce que c'est vraiment possible de ne pas payer d'impôts sur ces plus-values? Eh bien oui, en France, c'est possible. Sous certaines conditions, bien sûr. C'est justement tout l'intérêt du plan d'épargne en action, le PEA. L'idée, c'est d'offrir un cadre pour que les investissements puissent tranquillement prendre de la valeur à l'abri de l'impôt sur le revenu. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est un PEA? Le terme exact, c'est une enveloppe fiscale. En fait, il ne faut pas le voir comme un placement en soi. C'est plutôt un compte spécial, une sorte de boîte, dans laquelle on va mettre des actions d'entreprises européennes. Et c'est cette boîte qui offre des avantages fiscaux vraiment intéressants. Bon, pour que tout soit bien clair, voilà le programme. D'abord, on va voir le concept de base, les fameux avantages fiscaux. Ensuite, on va comparer le PEA classique et son petit frère, le PEA-PME. On s'arrêtera sur un point crucial, la règle d'or des 5 ans. Puis, on verra ce qu'on peut mettre dedans et on terminera avec des conseils pratiques pour bien choisir son courtier. C'est parti. Allez, on attaque direct avec la première partie. Qu'est-ce qui fait que le PEA est si populaire? La réponse est simple et tient en 2 mots, avantages fiscaux. L'image de l'enveloppe est vraiment la meilleure pour comprendre. On ne met pas son argent dans un PEA, en fait, on achète des actions ou des fonds à travers cette enveloppe. Et c'est elle qui va servir de bouclier pour protéger les plus-values de l'impôt sur le revenu. Du moins, tant que l'argent reste dedans et qu'on respecte certaines règles de temps. Ok, maintenant que le principe de base est posé, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul, mais bien 2 types de PEA. Le PEA classique d'un côté et le PEA-PME de l'autre. Ils ont le même avantage fiscal, mais attention, ils ne visent pas du tout les mêmes entreprises. Alors comparons-les un peu. Voilà, la grande différence, c'est la taille des boîtes. Le PEA classique, c'est pour les grandes entreprises européennes, les grands noms, ce qui peut apporter une certaine stabilité. Le PEA-PME, lui, comme son nom l'indique, est fait pour financer les petites et moyennes entreprises. Le potentiel de croissance est souvent plus fort, mais évidemment, le risque n'est pas le même. Pour le PEA classique, le premier chiffre à retenir, c'est 150 000 €. C'est le montant maximum qu'on peut verser dessus. Et attention, petite subtilité importante, c'est un plafond de versement. Ça veut dire que si les investissements marchent bien et que le plan vaut 200 000 €, eh bien tant mieux, ça ne pose aucun problème. Et là, on touche à un point de stratégie super important. Le plafond du PEA-PME n'est pas séparé. En fait, il se combine avec celui du PEA pour arriver à un total de 225 000 €. Concrètement, ça veut dire qu'on peut mettre 150 000 € sur son PEA et encore 75 000 € sur un PEA-PME. C'est une façon de maximiser l'enveloppe globale d'investissement. Ce tableau résume tout ça parfaitement. On retrouve les plafonds, 150 000 € d'un côté et le cumul possible jusqu'à 225 000 €. Pour les actifs, le PEA classique permet une diversification assez large sur les actions européennes. Le PEA-PME, lui, est beaucoup plus ciblé sur le financement des PME. L'avantage est donc clair. D'un côté, la diversification et de l'autre, un potentiel de croissance plus spécifique. On arrive maintenant au cœur du réacteur, la règle d'or du PEA, celle qui conditionne absolument tout l'avantage fiscal, la fameuse règle des 5 ans. C'est vraiment le point essentiel à comprendre pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Cette frise, elle est hyper parlante. Regardez bien la différence radicale. Si on retire de l'argent avant les 5 ans du plan, c'est la double peine. Non seulement le plan est fermé, mais en plus, les gains sont taxés à 30%. Par contre, si on attend de passer ce cap des 5 ans, là c'est jackpot. Les gains sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. Et en plus, le plan reste ouvert, on peut continuer à verser dessus. La patience est vraiment, littéralement, une vertu fiscale ici. Alors, exonéré d'impôts, est-ce que ça veut dire qu'on ne paie absolument rien? C'est une nuance super importante, souvent mal comprise, et qui peut créer des surprises au moment de retirer son argent. Faisons le point. Et non, ce n'est pas totalement gratuit. Même après 5 ans, même si on échappe à l'impôt sur le revenu, il reste ce qu'on appelle les prélèvements sociaux. C'est ce taux de 17,2% qui s'applique sur les gains au moment où on les retire. Ça correspond à la CSG et à la CRDS. L'avantage fiscal reste énorme, bien sûr, mais il n'est pas de 100%. C'est important de l'avoir en tête. Bon, maintenant qu'on a bien compris les règles fiscales, la question logique, c'est qu'est-ce qu'on peut bien mettre dans ces enveloppes? Parce que, évidemment, on ne peut pas y mettre n'importe quoi. L'univers d'investissement est assez bien défini. Pour le PEA-PME, c'est très ciblé. L'idée, c'est de diriger l'épargne vers l'économie réelle. On peut donc y mettre des actions de PME en direct, bien sûr, mais aussi des fonds d'investissement ou même des ETF, ces fonds qui suivent un indice, à condition qu'ils soient investis à 75% minimum dans des PME éligibles. Et sous certaines conditions, on peut même y loger des titres d'entreprises non cotées en bourse. Alors, comment on fait pour être sûr qu'un investissement est bien éligible? En pratique, c'est assez simple. L'étape numéro 1, c'est d'utiliser les filtres que proposent les courtiers. C'est fait pour ça. Pour les fonds, il faut avoir le réflexe de jeter un œil au DCI,
le document d'information, pour vérifier la fameuse règle des 75%. Et si vraiment il y a un doute, le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a une liste officielle qui fait foi. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est très difficile de se tromper. Un bon courtier va intégrer des garde-fous. Si on essaye d'acheter une action qui n'est pas éligible, l'ordre sera tout simplement bloqué. Ça sécurise énormément la démarche et ça évite de faire des bêtises qui pourraient coûter cher fiscalement. On a vu le pourquoi, le comment, il est temps de passer à la pratique. La dernière étape, et elle est cruciale, c'est le choix du courtier. C'est lui le partenaire financier qui va permettre d'ouvrir ses enveloppes et de passer les ordres d'achat et de vente. Et ce choix, il ne faut pas le faire à la légère. Il y a plusieurs choses à regarder. Les frais de transaction, évidemment, c'est le premier réflexe, mais il faut aussi regarder la diversité des investissements proposés, la réactivité du service client si on a un problème, et puis l'ergonomie de la plateforme. Un dernier point, un compte domicilié en France, c'est souvent plus simple pour la paperasse fiscale. Sur les frais de courtage, justement, il faut dire que le marché est devenu ultra compétitif. C'est une super nouvelle pour les investisseurs. Aujourd'hui, pour des petits ordres de moins de 500 €, les courtiers en ligne les plus connus, comme Bourse Direct ou Trade Republic, sont autour de 1 € par transaction, voire moins. Ça a vraiment changé la donne. Pour s'y retrouver, on peut segmenter un peu. Pour quelqu'un qui débute, la simplicité d'un Forteneo ou d'un Trade Republic peut être idéale. Un investisseur plus actif, qui passe beaucoup d'ordres, va sans doute chercher les frais les plus bas possibles chez un Bourse Direct. Et puis, un profil plus expert aura peut-être besoin des outils plus poussés de Saxo Bank. L'important, c'est vraiment de choisir en fonction de ses propres besoins. Et pour conclure, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme un choix à faire, PEA ou PEA-PME. Non, au contraire, ils sont faits pour aller ensemble. Utiliser les deux, c'est le meilleur moyen de combiner la diversification des grandes entreprises et le potentiel des plus petites, tout en poussant le plafond d'investissement défiscalisé au maximum, à 225 000 €. Voilà, on a fait le tour des règles du jeu, du fonctionnement et des stratégies du PEA et du PEA-PME. Ce sont vraiment des outils puissants pour se construire un portefeuille avec une fiscalité optimisée. La question, maintenant, c'est de savoir comment on intègre intelligemment ces dispositifs dans sa propre stratégie patrimoniale.